Bonjour mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'invité politique d'LMHM TV. Dans une trentaine de jours, un nombre non négligeant d'entre vous se présenteront aux urnes pour voter en cochant sur le symbole de son choix, donc on n'est pas forcément obligé de savoir lire pour remplir son devoir citoyen. Alhamdoulilah, ce qui est une bonne chose quand on sait le taux d'analphabétisme, toutes langues confondues, qu'on a au pays, ce qui n'arrange pas tout le monde, malheureusement. Le premier invité politique de cette entrée est donc un jeune homme, j'ai presque envie de dire un très jeune homme, puisqu'il a à peine 32 ans. Il m'a dit merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Madame Saïd, vous êtes ce qu'on appelle un bon rebâti élevé dans le militantisme politique. Vous avez fait votre DEA en droit pénal international et analyse des conflits à l'Université de Toulouse en 2009. Puis, en même temps que votre militantisme, vous obtenez en 2012 un master en sciences politiques and government à Harvard. C'est pas un master, c'est une formation. Autant pour moi. Avant ça, c'est le PAM qui vous embrigade et vous devenez le plus jeune président de commission du Parlement, commission des affaires étrangères. Vous faites partie d'une liste de 20 personnalités qui feront le Maroc de demain, selon Jeune Afrique, entre Choumicha, Madi Ben Ateya et Maître Hicham Nasseri. Et aussi, avec Ilyas Leomari, vous militez pour la légalisation de la culture et de la vente du cannabis à usage thérapeutique, alors peut-être... Et industriel. Et industriel, voilà, donc peut-être avoir une légalisation complète. Et enfin, on finit, vous êtes spécialisé et engagé dans la cause du Sahara marocain. Et je passe les détails des présidences de tout un tas de groupes et de conseils que vous avez dirigés au niveau marocain et même africain. Tout à fait. Alors, paraît-il, Oui. c'est le PAM qui va gagner les élections. Écoutez, paraît-il, je ne sais pas, c'est les citoyens et les citoyennes qui vont décider le 7 octobre prochain, mais en tout cas, on fait tout pour être, encore une fois, à la hauteur des attentes des citoyens et des citoyennes. C'est quoi les attentes des citoyens pour vous, qui êtes un jeune citoyen et aussi un jeune parlementaire? C'est très simple. Moi, je pense que les Marocains et les Marocaines, comme tout citoyen du monde, veulent que les politiques se préoccupent de leurs réels problèmes. Et s'il y a aujourd'hui... C'est quoi les réels problèmes? Je pense que les réels problèmes des Marocains et des Marocaines, c'est la problématique du chômage, la problématique de l'emploi, la problématique de l'éducation, la problématique de la santé. C'est des problématiques qui, bien évidemment, partout où on va, on écoute ces problèmes qui ressurgissent, mais plus au Maroc. Et malheureusement, cette préoccupation, là, il n'y a pas une... le gouvernement actuellement ne s'en préoccupe pas. C'est quoi? Il se préoccupe de quoi ce gouvernement? Il est en train d'inventer des noms et des prénoms à tout opposant à sa politique gouvernementale, à Tchamassi, à la Farid, etc. Et on oublie justement le citoyen. Qu'est-ce que propose ce gouvernement en termes d'éducation, de santé, en termes d'emploi? Qu'est-ce qu'on leur propose? Vous étiez parlementaire pendant les gouvernements de Nkiren 1, 2 et 3. Qu'est-ce que vous aurez fait différemment? Mais tout, d'abord, la vision. On est des politiques, d'accord? Un politicien, un parti politique qui vient avec une vision sociétale. Cette vision sociétale qui est la nôtre aujourd'hui, c'est l'égalité des chances. Et bien évidemment la justice sociale. On peut avoir un projet au Maroc basé sur l'égalité des chances et aller au bout de ce projet? Quand on parle d'égalité des chances, moi j'estime que tout enfant, quand il débute sa vie, quand il va à l'école, etc., doit avoir la même chose qu'un autre enfant dont les parents ont les moyens. C'est-à-dire... Pourquoi ça n'a pas été fait sur les 50 ans? C'est-à-dire une éducation... Et ça va se faire aujourd'hui? Non, je dis, il y a eu des problématiques. Il y a eu des choses qui ont été faites par le passé, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Notre programme, il s'axe sur ça. On ne vient pas on ne vient pas mentir aux Marocains et aux Marocaines. On sait que ce problème-là, il faut démarrer. Je ne dis pas qu'en 5 ans, si jamais on gagne les élections, je ne dis pas qu'en 5 ans, on va résoudre ce problème-là. Mais il faut le démarrer avec une vision politique. C'est-à-dire que sur les 10-15 prochaines années, il faut aller dans ce sens-là. Permettre à chaque parent de sentir que le politique est avec lui, que l'État est avec lui, que le gouvernement est avec lui. Alors, à savoir... Justement, le PAM, vous n'avez jamais été au gouvernement, vous avez toujours été dans l'opposition. C'est un parti qui est relativement jeune, conspué, critiqué. Donc, comment est-ce que vous voulez... comment est-ce que vous allez faire pour rendre ce parti légitime dans le champ politique marocain? C'est avec les actions qui sont menées au quotidien. Aujourd'hui, le PAM de 2016 n'a rien à voir avec le PAM de 2011, etc. Les critiques qu'il y avait auparavant. C'est comme avec le nouveau arrivant dans une classe. Au début, on n'a pas beaucoup d'amis. Au fur et à mesure, on a des amis parce que finalement, quand on est une bonne personne et quand on vient avec quelque chose de bien, on arrive à se faire accepter par les autres. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec le PAM. En tant que jeune, et en tant que nouvelle génération de politique, mon inquiétude réellement, c'est le taux d'abstention. Tous les partis politiques doivent sincèrement penser à, entre guillemets, draguer
les Marocains et les Marocaines pour les intéresser à la politique et aux partis politiques. Comment y arriver? C'est tout simplement avec un discours sérieux, en arrêtant de mentir, en arrêtant de vouloir diviser les Marocains entre les bons et les méchants, les gentils et les méchants. Donc il faut réunir les Marocains? Non, pas les réunir, c'est-à-dire il faut tout simplement... Autour de la société, il faut redonner confiance aux Marocains. On ne dit pas que vous pensez que le PAM c'est la solution pour ça? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je suis militant au PAM depuis sa création. Beaucoup décrit justement ce parti politique, il parle de tahkoum, il parle de vassalisation du champ politique. On a eu Sibn Abdallah au dernier numéro qui nous a fait vraiment un exposé. Je vous réponds clairement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des gens qui essaient de mettre en avant les gentils et les méchants. C'est de la diabolisation de l'autre. C'est soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et non, on dit non, c'est pas comme ça. Le PJD a le droit d'exister, le PPS a le droit d'exister, tout parti politique a le droit d'exister. Mais nous avons aussi le droit d'exister. En 10 ans, vous avez quand même fait une croissance exponentielle, alors, record. Est-ce que en 10 ans, c'est grâce à quoi vous êtes arrivé comme ça, en devenant le deuxième parti du pays? Les adversaires du PAM aiment dire que le parti a été venu de nulle part avec l'appui de je ne sais qui et il est devenu puissant en l'espace de 10 ans. Ils oublient de dire qu'il y a eu 5 partis politiques qui, au départ, ont fusionné pour faire le PAM. Les 5 partis politiques, ils avaient une base électorale, ils avaient des députés au sein du Parlement, etc. etc. Comment est-ce que vous définissez votre positionnement politique? Nous sommes un parti progressiste. Moi, je pense que ceux qui veulent faire un parallélisme avec la France, gauche, droite, extrême gauche... En France, aux États-Unis, tous les partis, aux États-Unis, il y a des libéraux, il y a des capitalistes, il y a des socialistes. Alors, aux États-Unis, ce n'est pas comme en France, il n'y a pas la gauche et la droite. Il y a les républicains, les démocrates, il y a le programme. Moi, j'estime que nous sommes aujourd'hui moins dans l'idéologie et plus dans les valeurs. Alors, je pense que le champ politique, le politique aujourd'hui... Le programme politique, c'est des valeurs. Non. J'ai dit on a des valeurs, c'est notre programme politique. Non, on a des valeurs, c'est notre... Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est pas un programme. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que notre programme... Vous m'avez parlé du champ politique. Oui, on ne parle pas du programme électoral. Moi, je pense que... Quelles sont vos valeurs politiques? Quelles sont vos valeurs économiques? Quelles sont vos valeurs sociales? Très bien. Je pense qu'aujourd'hui, le champ politique marocain a évolué dans un sens où il y a plutôt un combat entre les progressistes et les conservateurs. On n'est pas là pour s'immiscer dans les affaires personnelles des Marocains et des Marocaines. Et ça, c'est très important. Oui, nous défendons l'égalité entre l'homme et la femme, l'égalité parfaite entre l'homme et la femme, et nous l'assumons. D'accord? Oui, on est là pour répondre à des problématiques réelles des Marocains et des Marocaines. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'éducation, la santé, le chômage. Donc on a aujourd'hui un déficit en termes d'emploi, on a un déficit dans l'éducation nationale, on a un déficit dans la croissance économique. Quelles sont les priorités du PAM pour cette campagne? Si vous le permettez, moi je pense que le chômage, la croissance, tout ça est lié à l'éducation. La crise que connaît l'école marocaine, l'école publique marocaine pour être beaucoup plus précis, nous amène à ces problématiques-là. Donc c'est l'éducation pour vous, le grand problème, c'est un problème d'éducation? L'éducation, ça va dans l'égalité des chances. La même chose au niveau de la santé. Nous avons fait quelque chose qui est magnifique, qui est la carte Ramed, qui donne le droit à tout à chacun d'aller se faire soigner. Et après, la personne, quand elle se présente à l'hôpital, 9 mois pour avoir un rendez-vous. etc. Donc, ça, c'est les constants. Oui, mais c'est les réponses. Les réponses aujourd'hui, la régionalisation pour nous est quelque chose qui peut aider l'hôpital et l'école publique. Responsabiliser les régions pour qu'il y ait un CHU par région. Et les régions aujourd'hui, elles auront les moyens financiers pour pouvoir ouvrir un hôpital dans les régions. Parce qu'une décentralisation, une bonne décentralisation... Une bonne décentralisation. C'est déjà enclenché, c'est pas vous qui allez. Non, mais c'est. Peut-être le mettre en application mieux que le PAM ne vient pas dire qu'il va réinventer le monde. On va appliquer les bonnes règles de gouvernance et la mise en pratique d'une régionalisation qui permettra à tout à chacun de s'épanouir dans sa région. Donc c'est au cœur de votre programme, la régionalisation. Bien sûr, bien sûr. Le PAM, d'ailleurs, au début, quand il avait été créé en 2009, on était plus. Même si la loi interdit, mais on voulait davantage mettre un parti de région qu'autre chose. Quand je dis un parti de région, c'est-à-dire permettre l'éclosion d'une élite régionale, dépendamment de ce que la région a comme capacité. Il y a des régions qui sont aujourd'hui, qui sont dans le minier, qui sont dans le minière, etc. Si on va plus au sud, etc. Donc comment intéresser ces entreprises à venir investiguer chez nous pour voir est-ce que nous avons, j'en sais rien moi, de l'or, etc. Enfin, tout ce qui a été fait aujourd'hui. Il faut donner... On parle de gaz, de pétrole au Maroc. Quels sont les... écoutez, comme vous, j'ai écouté qu'il y avait une possibilité qu'il y ait du gaz et que peut-être qu'il y a déjà du pétrole, mais qui ne serait pas rentable à l'état actuel aujourd'hui. Justement, on va parler du Sahara. Vous êtes un spécialiste de la côte saharienne pour votre âge. Oui. On a vu aujourd'hui que les FARC
est en train de faire la paix avec le gouvernement colombien. Après 54 ans de conflit, qu'est-ce que ça vous inspire justement? Écoutez, vous savez très bien, les Marocains le savent, la problématique du Sahara n'est pas liée uniquement aux Marocains et aux Marocaines. Nous avons malheureusement un pays voisin dont le peuple est un peuple ami et frère, mais qui nous cause des problèmes sur cette problématique liée à un antécédent ou à un problème d'histoire que nous avons avec l'Algérie suite à la guerre des Sables, la guerre de 1965. Malheureusement aujourd'hui, l'élite, ou plutôt les décideurs algériens, vivent dans une période qui n'est plus la nôtre. Il faut un éveil, c'est ce que nous essayons de faire. Nous avons remarqué quelques points encourageants lors du récent discours de Sa Majesté pour la révolution du peuple, du roi et du peuple, où la presse algérienne, pour la première fois, ou là depuis très longtemps, a salué le discours du roi. Donc, on a vu Ban Ki-moon à l'ambassade marocaine à New York pendant la fête nationale. Oui. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Écoutez, je ne sais pas après cette année. Oui, j'espère qu'il a compris qu'il a commis des erreurs envers les Marocains et les Marocaines. Bon, malheureusement, ces mots malheureux qu'il a dit au sud de l'Algérie ont beaucoup touché les Marocains et les Marocaines. Maintenant, voilà, c'est son dernier mandat. Qu'est-ce qu'il cherche avec ça? Il y a plusieurs scénarios. Je ne vais pas commencer à les dicter. On en a, je pense, beaucoup parlé. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui défendent un modèle marocain qui pourrait aller vers une monarchie parlementaire comme en Espagne, comme en Angleterre, justement? Je pense que nous sommes déjà dans un début de monarchie parlementaire, au savoir où le Parlement a beaucoup de pouvoir. Maintenant, le problème ne se situe pas au niveau du Parlement, au niveau des lois, au niveau des lois organiques, ou au niveau même de la Constitution, mais au niveau de la pratique. Qu'est-ce que nous faisons en tant que parti politique de ces pouvoirs-là? Si vous prenez le pouvoir, vous comptez diriger le pays dans le cadre de la Constitution. Monarchie parlementaire. Dans le cadre de la Constitution. Quel bilan vous faites de Abdellah Abdelkiren, chef du gouvernement? C'était un bon communicant, rien à dire, un bon politique. Mais malheureusement, 5 ans après, on a un chef de gouvernement qui communique avec les citoyens, qui est sympa avec les citoyens, qui rigole, etc. Mais rien pour les citoyens et citoyennes. Quels sont les partis avec lesquels le PAM pourrait s'allier pour former une majorité gouvernementale si vous arrivez premier? C'est son premier parti qui défend notre foi. Oui. Qui serait chef du gouvernement selon vous? Ça, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est Moustapha Bakouri peut-être? Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que vous aimeriez exactement? Écoutez, moi je pense que M. Ilyas Amari comme M. Bakouri sont aptes à diriger le gouvernement. Vous fumez? Non. Cannabis? J'ai essayé quand j'étais jeune. Et pourtant vous défendez, qu'est-ce que vous défendez exactement? Quel est le but? Pourquoi vous légalisez le cannabis à usage thérapeutique industriel? Parce que d'abord, encore une fois, quand une ONG en 2012 est venue nous parler de cette problématique-là, elle nous a parlé non pas de fumer ou de ne pas fumer, mais elle nous a parlé de 80 000 agriculteurs qui perçoivent à peu près 3 à 4 000 dirhams par mois, qui vivent de cette culture-là, mais qui vivent dans l'illégalité. Parce que justement, la culture de cette plante-là est illégale. Et donc, on a proposé ensemble de faire une journée d'études pour voir les bienfaits, le bien du mal de cette culture du cannabis. On est arrivé au constat qu'aujourd'hui, dans le monde, plusieurs pays du monde autorisent la culture du cannabis à des fins thérapeutiques et industrielles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire l'usage récréatif. L'usage récréatif, c'est la fume. Mais ça, on sait très bien que quand on pénalise pour des usages, là, on arrive dans la loi que nous avons. C'est passé dans tous les pays du monde. Dans la loi, non, laissez-moi finir. Quand on parle d'autorisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous proposons à ce qu'une agence étatique soit mise en place pour qu'elle puisse racheter cette culture-là et qu'elle vend cette culture-là. Et pour moi, de manière officieuse, de lutter contre le trafic et les trafiquants, parce que tout simplement, on utilise. Ça va éradiquer le trafic et les trafiquants? On n'éradique jamais quelque chose, mais on lutte contre d'une autre manière. Et en tout cas, la politique uniquement sécuritaire qu'ont mené les différents gouvernements jusqu'à aujourd'hui n'a pas réellement donné ses fruits, parce que bien évidemment, écoutez, du cannabis, il y en a en Europe, il y en a en Maroc, il y en a partout, comme on le sait très bien. Donc nous, on propose une alternative et surtout, on a pensé à 80 000 Marocains et Marocaines qui n'avaient pas de situation, qui vivent aujourd'hui dans une non-situation, qui peuvent à n'importe moment être arrêtés parce qu'ils ont un hectare et qu'ils cultivent du cannabis. Et là, on leur dit, voilà une proposition, je rappelle qu'elle a été même saluée, voire soutenue par le ministre de la Santé, l'actuel ministre de la Santé, et plusieurs ministres de ce gouvernement. Très bien. Merci beaucoup, Madjid Saïd. À la semaine prochaine pour un nouvel invité politique.